Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission consacrée au sport de force, à l'entraînement en salle, la préparation physique en général. Aujourd'hui on retrouve Victor. Gang, ça va ou quoi les gars? Victor et Trésor, toujours fidèles au poste. Bonjour à tous, bonjour à toutes aussi, bien sûr. Bon, vous avez vu que la semaine dernière Victor était absent, on avait un petit invité. Et on a eu des très bons retours sur l'épisode, donc merci à vous. Merci à vous en plus de partager plaisir. Aussi sur les réseaux. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui l'écoutaient au taf et qui partagent en story un petit peu le podcast qu'ils écoutaient. Donc merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. On espère qu'on va continuer à vous proposer du contenu intéressant et que vous aurez toujours envie de partager. Aujourd'hui, émission consacrée au street lifting. Ouh là là. Et on va commencer par une actu, parce que l'actu c'est super important de se tenir au courant du coup de ce qui se passe dans notre discipline. Et là, sur le compte Instagram de l'ISF, du coup la Fédération Internationale de Street Lifting, un post explique les règles auxquelles il faut se plier pour participer aux compétitions. Donc vous avez pu prendre connaissance de ce post. Incroyable les règles. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà on va devoir attacher la barbe, donc pour certains ça va être compliqué. Non mais c'est des règles on va dire basiques ouais. C'est des règles à peu près basiques, sauf que il y a des règles que je comprends pas trop. Par exemple, apparemment il faut faire du street en débardeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça en fait qui m'a choqué, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça avec vous, c'est qu'il y a une règle sur la tenue. Bon, évidemment toute discipline a sa tenue, en haltéro et en force athlétique on a le singlet qui fait pas l'unanimité mais ça fait partie de la discipline, et en fait en street lifting ils demandent à ce qu'on tire en débardeur, et un t-shirt sans manches. Je comprends pas en fait le délire de ça, tu vois. Genre c'est quoi la différence entre un t-shirt et un débardeur vraiment? Ouais mais tu vois encore une fois, peut-être dans l'histoire de la discipline, les gens s'entraînaient en débardeur et du coup c'est peut-être un symbole fort. Peut-être, ok. Mets bien ton micro devant la bouche, je suis pas sûr qu'on t'entende. C'est bon là? Ouais, là je pense que c'est mieux. Ouais, n'hésite pas à utiliser le bras bien. Du coup, on voulait vous partager ça pour que vous partagiez aussi votre avis et que vous disiez ce que vous en pensez. Parce que nous, c'est vrai qu'on nous force à être en short débardeur. C'est un peu... Franchement, je vois pas le rapport en fait, parce que tu peux très bien faire du street en survêt ou quoi. Enfin, tu vois, moi je parle du principe que le street, tu vois, c'est un truc que tu fais dehors de base. C'est ce que je veux dire. Donc dehors, ça veut dire que tu dois t'adapter à la météo, tout ça. Tu peux faire du street en kawé, en full survêtement, torse nu. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le fait qu'ils disent qu'il faut obligatoirement un débardeur, tu vois. Moi, ce qui m'avait gêné aussi, c'est qu'ils obligent à mettre des chaussures. Ah ouais? Et moi, j'aime bien faire mes pieds nus. Ah. Même les tractions et tout, j'aime bien. Les dips, dips aussi. Il y a plaisir. plein de mouvements comme ça où j'aime bien être pieds nus. Pieds nus? Enfin, pieds nus, en chaussettes, tu m'as compris. Ok. Mais ouais, ils obligent à mettre des chaussures. Après, je sais pas si vous avez vu d'autres règles. Je pense, tu vois. Comment? Pour la sécurité surtout, je je pense aussi. Ouais, il doit y avoir ça dans les salles. Ça fait un peu mal, quoi. Je sais pas si vous avez vu d'autres règles qui vous choquaient un petit peu, mais après c'est aussi par rapport à l'arbitrage. Trésor t'a parlé de la barbe qui devait être attachée, mais il y a aussi les cheveux. Ça c'est plus d'ordre pratique que esthétique. Mais ça c'est bien ça. C'est pour pouvoir analyser correctement un lift et savoir si le menton passe au-dessus de la barre aux tractions, ce genre de choses. Parce qu'un gros bûcheron qui a une grosse barbe là, il lève le cou, sa barbe elle dépasse la barre, je suis d'accord que c'est un peu de la triche, tu vois. Ouais. Du coup, ça c'est bien, du coup ils standardisent un peu les reps. Et l'autre point, c'était les bandes de coude, enfin bandes de coude et genoux et sleeves. Genoux c'est toujours autorisé parce qu'ils se calquent un peu sur la force athlétique, mais en fait mettre des coudières c'est interdit maintenant. Ouais, mais c'est là où je comprends pas, parce qu'au final ça revient au même que les genouillères. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas cohérent là, je trouve. Là pareil, on pourrait revenir sur le débat, le fameux powerlifting raw qui se veut sans équipement par rapport à celui équipé où on a des super combis, des bancs de genoux, etc. Est-ce qu'avec les genouillères triple XS de certains athlètes, on est vraiment sur du powerlifting raw?
Est-ce qu'on est sur du powerlifting non équipé? C'est toujours le grand débat, la grande question. C'est compliqué. Mais du coup, ceux qui s'amusent à s'entraîner avec des coudières, supprimez ça. Bah oui. Supprimez ça parce que c'est une aide, c'est une aide certaine. Exactement. Pour de toute façon, il y en avait beaucoup qui utilisaient pour. Moi, je trouve pas en vrai. J'en ai pas trop vu. Ça va encore. Il y a des mecs qui s'amusaient à en mettre et c'était pas des vrais, c'était plus un peu comme ce qu'on peut voir dans les sports américains au basket ou au foot US. C'est plus esthétique, tu vois. Les manchettes. Les sleeves, c'est ça. C'est plus esthétique. Moi, en général, j'en voyais chez des mecs qui pratiquaient du body mais qui faisaient des mouvements de street. Et du coup, j'en ai un en tête et il fait ça. Et c'est le seul que je voyais. Sinon, en général, les athlètes de street-skiing, je les vois pas. Franchement, à part mettre les bandelettes au poignet, ça c'est normal. Ouais. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est toujours autorisé, non? Ouais, on n'en voit pas trop. On n'en voit pas trop. Non, franchement, niveau équipement, je trouve que dans le streetlifting, il n'y a pas trop de. Enfin, on met pas trop d'équipement, c'est pas. Enfin, ça reste un petit peu à la base, quoi. Enfin, le street, c'est un peu ça, hein. Sans équipement. T'es à l'extérieur et voilà, tu pratiques. Ouais, c'est dans l'ADN de la discipline, donc c'est bien de préserver ça. Et est-ce qu'au niveau des ceintures de lift, pour attacher ses poids, est-ce qu'il y a une réglementation ou pas les ceintures de l'Est? Ouais, je pense. Non, bonne question. Non, il n'y en a pas. En tout cas, ils ont rien précisé là-dessus. Je pense pas qu'ils aient eu affaire à du matériel non réglementaire, un peu dangereux ou même qui permettait de tricher. C'est vrai que le principe, c'est juste de pouvoir attacher des poids sur ses hanches. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de dérive. Et c'est aussi ça qui est important en fait dans l'évolution d'une discipline, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver un moyen de passer entre les mailles du filet. C'est ça. Qui vont essayer d'optimiser l'utilisation des règles plus que la progression. Et c'est là qu'il faut que les règles de la discipline évoluent pour essayer de conserver une certaine esthétique, cohérence dans le sport et dans les mouvements. Et c'est pour ça aussi qu'on parlait, il me semble, il y a quelques semaines des règles au bench qui se devaient d'évoluer parce que dans les règles, on avait le droit d'avoir un pontage extrême et de prendre très très large. Et finalement, ça a desservi un petit peu la crédibilité de la discipline. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, nous, ce qu'on retient, c'est que concourir en débardeur, ça nous fait pas trop kiffer. Franchement, c'est pas trop mon truc. Après, bon, c'est pas le plus gênant. Oui, c'est pas le plus gênant, mais je veux dire, à quoi bon de mettre ce genre de règles, tu vois. Ouais. En tout cas, on veut vos avis sur ça. Est-ce que vous vous entraînez en débardeur ou non? Il y a des gens, ils sont attachés à ça. Je pense pas qu'en street, tout le monde s'entraîne en débardeur. Je pense que les gens, ils ont toujours un gros pull et dès qu'ils ont l'occasion, ils se mettent torse nu ou quoi. Donc, je comprends pas trop la règle. Mais c'est pas nous qui décidons. S'ils veulent que ce soit comme ça, qu'ils en soient ainsi. Merci les gars du coup pour vos réflexions sur cette petite actu. Normal. Donc je rappelle, on est sur une émission streetlifting, la discipline qu'on partage tous les trois. Exactement. Même si vous savez que moi je suis plus haltéro. Je suis pas un traître. Je suis un vrai sportif. Un vrai sportif olympique. Mais on touche tous les trois à cette discipline et on vous invite vous aussi à toucher à ces disciplines-là. Parce que ce sont d'excellents exercices de renfort. C'est ça, bien sûr. C'est ça. Et en fait, il y a Victor qui va nous proposer une petite chronique pour débuter. C'est ça, pourquoi commencer le street, quelles sont les bonnes raisons pour faire du street lifting. Donc, on commence tout de suite ? Vas-y. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est le street lifting en lui-même. Donc on sait que c'est une discipline qui est composée de 4 mouvements qui sont dans l'ordre le muscle-up, les tractions, les dips et les squats. Donc pour faire en gros, on a 3 essais par mouvement. Et le but du jeu, c'est de faire le plus gros lift. Et à la fin, on additionne le total de tous les lifts qu'on a fait pour voir quel total on a à la fin. Donc ça, c'est le street lifting. Et moi, je vais vous dire les raisons. Donc il y aura aussi ma part personnelle, pourquoi j'ai commencé le street. Et quels sont les points, on va dire, bénéfiques de commencer le street lifting. Donc pour commencer le street, tous ceux qui aiment les mouvements de base comme les tractions, les dips, ça c'est super intéressant. C'est des mouvements basiques qu'on peut faire chez soi, par exemple avec 2 chaises pour faire des dips, si tu as une barre chez toi pour faire des tractions, ça c'est les mouvements de base. Ouais, c'est vrai que l'argument principal, c'est que c'est une discipline accessible. C'est ça, tu peux en faire, on va dire pas partout, tu vois, mais par exemple, tu as comment on appelle ça là, un parc de street, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, tu vas, tu fais tes tractions, tes dips, c'est tranquille, c'est sans prise de tête. Et ça, avec le street, ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter du lest.
Et ça, c'est incroyable. Ouais, la différence du street workout où on va faire du set and reps, on va essayer de travailler plus sur du gros volume. Force que voilà, de la force, on va dire, maximale. Comme je viens de dire, du coup, l'objectif en vrai en street, c'est de travailler surtout sa force maximale. Vous êtes d'accord? Ouais, bien sûr. C'est vraiment d'aller chercher des grosses perfs. Et chercher la plus grosse charge sur chaque mouvement. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. Et on voit aussi que ça fait aussi un très bon renfort au niveau des articulations. Enfin, moi, personnellement, je le sens surtout au niveau de mes épaules. Je sais pas vous. Au début, j'avais vraiment des épaules, on va dire, fébriles. Vraiment, franchement, je ne vous mens pas, des épaules très fébriles. Et à force de pratiquer le street sur le dips, les muscle-up, tout ça, j'ai remarqué que j'ai attrapé, je sais pas, une certaine force au niveau de mes articulations, tout ça. Et je trouve que c'est incroyable. Genre, je me blesse moins. Je me sens largement plus fort. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Par rapport à quand tu faisais d'autres sports? Ouais, exactement. Ou juste de muscu? Ouais, les deux, tu vois. Moi donc je faisais de l'escrime avant, tu vois. J'avais, on va dire, parce que l'escrime, c'est un sport, on va dire, tu travailles en unilatéral un peu, tu vois. Ouais. Et donc, asymétrique. Ouais. Et donc, j'avais un côté du corps, on va dire, un peu plus puissant que l'autre, tu vois. Et je sais pas, le street, ça a fait que ça a tout rééquilibré. Et maintenant, c'est vrai que le street, ça renforce les épaules. Hein. Tu fais des dips et des tractions. Mais pour nuancer un peu ton propos, je pense que ce qui t'a beaucoup aidé aussi à te sentir plus confiant sur tous les mouvements qui engagent les épaules, c'est que tu as intégré des échauffements et du renfort beaucoup plus spécifiques, que ce soit la coiffe, deltoïde post ou ce genre de choses, qui t'a permis toi de mieux prendre conscience des mouvements et des muscles engagés pour avoir une épaule stable. Exactement, parce qu'en vrai, le street lifting, tu vois, ça peut être, on va dire, un complément d'entraînement, on va dire, de musculation classique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, pour vraiment, le street lifting, pour développer sa force maximale, pour moi, c'est le meilleur truc. Hein. Enfin, après, bien sûr, tu as tout ce qui est SBD, tu vois, mais ça, c'est d'autres leviers de force, tout ça. Mais une fois que tu commences le street, tu prends vraiment en force. Et de là, après en musculation, tu fais des transferts aussi incroyables. Hein. Et puis ce que je trouve intéressant dans le street, c'est qu'on balaye un peu pas mal de patterns. C'est ça. Il y a quand même aussi, on va dire, entre guillemets, le pattern de tirage qu'on retrouve. Enfin, on le retrouve pas vraiment, mais sur le deadlift, mais c'est pas aussi marqué que sur le street. Et en plus, il y a un mouvement dynamique. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment une différence et un mélange de mouvements qui sont intéressants. Et donc c'est même plus ludique, on peut dire. Hein, c'est un peu moins. C'est exactement ça. Ça change de la musculation classique, tout ça. Tu te fais plaisir. Oui, ça au même titre que la force. Ouais, tu vois. Même si la force, fondamentalement, c'est aussi des mouvements de musculation. Ouais. On va dire que le street lifting, mais il y a un peu moins ce mélange de patterns, je trouve. On le retrouve quand même, mais le tirage, il est beaucoup plus présent dans le street que dans la force athlétique. Moi, ce que je critiquerais sur ça, c'est qu'il y a 4 mouvements. Ouais. Donc heureusement que sur 4 mouvements, tu couvres tous les patterns. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Enfin, je pense, je sais pas si ça se fera un jour, mais je pense qu'à terme, les disciplines de force vont se réunir pour couvrir seulement les mouvements très intéressants. Avoir un petit mélange de street et de force athlétique. C'est un peu déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas, mais il n'y a pas de compète. Tu vois, il n'y a pas de compète. Il y a beaucoup d'athlètes qui mélangent les deux, hein, qui divaguent entre les deux. Donc, exactement. Mais ils ont raison. Même nous. Non, j'avoue, c'est fort. Aussi au niveau du, on va dire, je vais dire au niveau du street, mais c'est un peu pareil pour tout aussi, pour toutes les autres disciplines. On voit aussi, comment on peut dire ça, on peut voir vraiment sa progression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau, parce que c'est... mais ça, c'est pour ceux qui testent leur max tout le temps. Non, faut pas faire les débiles comme ça non plus, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, tu peux mettre de la charge progressive. En vrai, tu travailles davantage parce que si tu as ton poids de corps qui entre en jeu, tu vois. Comme disait Trésor, tu as trop de patterns. Tu vois ce que je veux dire au niveau du gainage, de plein de trucs. Tu vois, c'est pas de la musculation classique. Mais est-ce qu'en musculation, tu traques pas ta progression un peu de la même manière finalement? Si, justement. Parce que tu vas pas tester des 1RM. C'est ça, tu vas pas faire de la... Enfin, tu vas faire de la force, tu vois, normal. Mais je veux dire, généralement, en musculation, tu vas envoyer plus de reps, moins d'intensité et tout ça. Et comme je t'ai dit, tu as le facteur poids du corps qui est en moins, tu vois. Ouais. Alors qu'au niveau du street, là, tu t'envoies vraiment, c'est toi, tu vois. Et c'est ça que je kiffe, moi, personnellement. Genre, je sais pas, c'est un tout. Et donc voilà. Et aussi, le street, c'est un très bon moyen, je trouve, hein, pour développer sa masse musculaire. Hein. Incroyable. Et se créer aussi, on va dire, un physique. Hein.
Moi, personnellement, quand je faisais de la musculation classique et de l'hypertrophie classique, bon, ok, t'es galbé et tout, tu vois, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas dessiné. Je sais pas, j'ai l'impression que le street lifting, ça va dessiner davantage tes muscles, parce que tu vas avoir de la force, tout ça, et je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je dirais que dans les deux cas, c'est des notions qu'on a déjà abordées, hein, c'est relié à la tension mécanique. Donc je pense que même en body classique, si tu apportes une certaine tension mécanique, tu peux avoir le même physique qu'en street lifting. Mais c'est juste que je pense que le street lifting te permet d'apporter cette tension mécanique et tout simplement un physique derrière qui peut totalement être optimal. Ouais, parce que quand vous regardez par exemple les plus chauds Baki, Ludo, quand vous voyez leur physique. Ouais, bien sûr. On va parler esthétique, même pas que. Le street lifting, enfin les athlètes en street lifting, pour le coup, ce qu'ils peuvent reprocher aux autres, que ce soit en haltéro ou en force, c'est pas de la gonflette. Non, c'est pas ça, c'est que il y a aucun athlète qui joue de sa masse grasse ou de sa force naturelle parce qu'il est un peu en surpoids ou quoi. Alors t'es obligé de composer avec ton poids de corps comme tu dis depuis tout à l'heure, et du coup ça donne des physiques esthétiques, et là pour le coup très bonne publicité pour la discipline. Les gens qui voient un athlète de street, ils se disent direct, putain, ouais, ok. Ce sport, ça fait un bon physique. Et puis après aussi, il faut pas oublier, parce qu'on a tendance à dissocier aussi les choses, mais il faut pas oublier que ces athlètes de street font aussi beaucoup de renfo type body classique, et ça fait partie de l'entraînement. Il faut pas croire que lors de l'entraînement, on fait que du spécifique et que les mouvements de compétition, et c'est pareil pour la force athlétique, on fait pas du SBD tout le temps. Enfin, il y en a certains si, mais pas tous, pas la majorité, je pense. Donc voilà, c'est un mélange homogène des deux. C'est un complément, c'est un complément, voilà. Entièrement d'accord. Voilà, non, c'est bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Excellent. Du street lifting, c'est des petits trucs à rajouter, non? Du coup, pour le street, tu conseilles d'intégrer des tractions sur le mouvement de tirage pour ceux qui font de la muscu? Traction lestée pour ceux qui font du tirage. Franchement, traction lestée, incroyable. Dips aussi. Mais en fait, tous les mouvements, à part le muscle up qui est un mouvement à part entière, tu vois. Ça, c'est vraiment. Muscle up, ça fait pas de muscle. L'allemande. Non, mais le problème du muscle up, c'est qu'il y a une composante balistique, je dirais. Ouais. Et une plus grosse technique à avoir. Oui. Et si en bodybuilding, il n'y a personne qui fait du muscle up, c'est pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas vous créer un physique avec seulement des muscle up, quoi. En fait, il faut avoir un physique pour faire des muscle up, mais c'est pas vrai dans l'autre sens. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas un excellent exercice de musculation. Quand tu reprends l'expression comme MC Jean Gabin, je crois que c'est lui. Quand il dit que le muscle up ne rapporte pas de muscle, dans sa vidéo, tu vois, il parle de l'allemande, du muscle. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Tu vois, c'est pas parce qu'un muscle up strict, ça, en vrai, tu utilises à fond tes muscles, tu vois. Bien sûr. Mais l'allemande, quand il parle, dans la vidéo, c'est vraiment un mouvement de balancier, tu vois, avec ses jambes qui fait que ça va te monter tout seul au-dessus de la barre. Et ça, je suis d'accord avec lui. Ça rapporte pas de muscle, tu vois. Ça, oui, ouais, ok. Je sais pas si vous avez muscle up avec gros balancier type. C'est ça, c'est en gros crossfit un peu. C'est en gros, non, même pas. C'est tu ramènes carrément ta pointe de pied, on va dire, devant ta tête. Après, t'envoies tes jambes à fond tendues vers l'arrière. C'est crossfit un peu. Ouais, c'est ça. Et tu t'envoies dessus. Mais il faudrait que vous regardiez. C'est pas un muscle up street lifting, ça. Ouais. Non, mais je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui tarvent bien le muscle up. Force à vous, c'est ingrat comme mouvement, vraiment. Parce que nous, on cherche la belle forme, et du coup, la belle forme, elle se fait sans élan. Enfin, presque sans élan, sans keeping, et du coup là ça demande une force et une technique dingue, hein, vraiment en termes de coordination intermusculaire. C'est incroyable, en vrai. C'est super compliqué, mais en tout cas si vous faites un petit niveau traction lestée, je pense que vous pouvez commencer après essayer de vous amuser à faire des muscle up. Peut-être à terme on proposera du contenu pour que vous réussissiez à le passer correctement, parce qu'il y a aussi beaucoup de théoriques à prendre en compte sur ce mouvement-là. Sur tous les mouvements. Ouais, réussir à comprendre la technique et tout ça, pour le coup, c'est un mouvement qui devrait s'apprendre avec quelqu'un. Tu vois. Traction dips, tout le monde sait en faire. Squat, pareil, il n'y a pas trop besoin d'un regard extérieur, on va dire, pour travailler. Même, hein. Or que le muscle up. Ouais, muscle up, c'est sûr. Muscle up, c'est sûr, mais même les dips et tout. Hein, non, pour l'optimiser, il faut. Oui, bien sûr. Mais pour passer ton premier muscle up. Tu vas le passer, mais il sera dégueulasse. Regard extérieur, ouais, en vrai. En vrai, moi j'en connais plein qui l'ont pas assez comme ça. Tu sais, les épaules qui sont comme ça, t'as le coup rentré dans tes épaules comme ça, tu vas te tuer comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, quand je vois la salle, ils font des dingueries vraies. Ouais. Après, c'est du coup, il faudra proposer du contenu vidéo pour les aider. Ça va arriver, vous inquiétez pas.
En tout cas, merci Victor pour ces petites chroniques. On espère que du coup ça va vous motiver à vous concentrer un peu sur les mouvements lestés. Ouais, franchement, le street c'est un super complément. N'hésitez pas, franchement, vous allez kiffer. Si vous voulez une ceinture de street, vous allez chez Decathlon, ça coûte 20 €. Ouais, et elle est de très très bonne qualité. Ouais, il y a aussi Gornation aussi. Pour la corde. Voilà, franchement, c'est la frappe. Et franchement, n'hésitez pas. Ouais, c'est parce que j'ai équipé le staff MVT sur les cordes de Gornation pour se lester. Et moi, les bandelettes de poignet aussi. Et les bandes de poignet aussi. Ça change tout. Sur le squat, c'est nécessaire, et sur le dips, des fois, ça fait une petite aide. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous équiper, pour le coup. On en a déjà parlé au début du podcast, mais en street lifting, c'est pas extravagant. Ça coûte pas trop cher, c'est tranquille, tu vois. Donc pour ça, foncez. Il y a beaucoup d'équipements de très très bonne qualité qui est disponible. Renseignez-vous et ce sera excellent. Est-ce qu'on peut passer à la chronique de Trésor maintenant ? Bien sûr. Ça part. Trésor, vas-y, dis-nous tout. Alors moi, bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, à chaque fois, on redit bonjour. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant de parler un petit peu de comment je planifie un petit peu mes entraînements là en street lifting justement. La planif. Ça va être bien, ça. Bon, ça va être très simple, ça va. Ouais. Parce que c'est un sujet très compliqué, très vaste, mais on va essayer d'aborder les choses simplement. Donc moi déjà, il faut savoir que je pense, contrairement un petit peu à mes confrères, moi je suis plus dans une programmation un petit peu hybride. C'est-à-dire que je suis pas street lifting only, je suis plus un mélange entre force athlétique et street lifting. Du coup, pour le moment, on va dire que mes mouvements principaux, ça va être surtout le bench, donc sur les mouvements de poussée. Les dips, c'est plutôt en renfort, donc on va dire en mouvement secondaire. Et du coup, sinon, après, c'est les mouvements de street de base, donc le squat, muscle up et traction. Donc tout simplement, moi là, comment j'organise ma semaine, donc j'essaie d'avoir une fréquence de travail assez importante sur le bench et le squat. Donc je suis à peu près à 3 fois de bench et squat dans ma semaine. Aux tractions, c'est vrai que au vu des derniers progrès, je pense passer à une fréquence un peu plus importante pour vraiment augmenter ma capacité de travail, parce que c'est vrai que pour le moment, le tirage, c'est ce qui peine un peu à progresser. Mais donc pour le moment, je suis à 2 séances de traction. Donc il y a une séance, moi c'est vrai que j'utilise on va dire une directive de programmation qui est un peu basée sur les daily undulating périodisation. Donc en gros c'est une programmation ondulatoire. Donc tout simplement c'est que j'ondule un petit peu tout au long de ma semaine l'intensité. Donc on va dire que de manière habituelle, les gens connaissent souvent la planification linéaire. Donc c'est vraiment, on essaie de faire progresser l'intensité tout au long du temps et on diminue le volume. Là, ce qui va être différent, c'est qu'on va justement jouer sur ces facteurs, sur ces leviers tout au long de la semaine. Donc je vais y avoir des jours avec une intensité assez importante et avec un petit peu moins de volume. Et il va y avoir des jours où j'ai un peu plus de volume et une intensité un peu moins importante. Et là, ce que je fais même, c'est que par exemple, si je prends le lundi, je vais avoir un jour assez lourd en intensité, donc sur le bench, donc sur le développé couché, et sur mon deuxième mouvement, donc ça va être mouvement secondaire, qui va être par exemple, donc là actuellement c'est le muscle up, donc là je vais justement être sur un muscle up qui va être en intensité modérée, donc là je vais avoir un peu plus de volume, comme ça j'ai pas 2 mouvements lourds d'affilée. Et après donc j'ai ma renfo, donc là je prends l'exemple par exemple du lundi, j'ai ma renfo donc avec des dips lestés. Donc là j'essaie de faire vraiment une progression donc autour de mon 8 d'IRM, donc je varie. Donc on va dire que mon jour lourd, donc intensité assez importante, ça va être mon URM, et mon jour modéré ça va être plus 10-12. Okay, et j'essaie de faire une surcharge progressive, donc là sur l'intensité, donc je joue vraiment pas du tout sur le nombre de répétitions et sur le nombre de séries. Je suis à 2 séries et je fais progresser tout simplement l'intensité. Donc c'est sûr qu'à un moment je vais atteindre un plateau, je vais pas pouvoir faire 8 répétitions constamment en augmentant l'intensité, donc justement j'essaierai de jouer sur d'autres variables. Et après j'ai ce que j'apprécie beaucoup, donc l'overhead press, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est le développé militaire debout. Incroyable donc, cet exercice. Ouais. Donc ça c'est ça, j'essaie aussi de faire à peu près la même chose. Donc aussi j'essaie de progresser sur le 8 d'IRM. Donc sur le premier jour je suis à 8 répétitions, donc à une intensité à peu près assez importante. Et sur le deuxième jour, qui est le jeudi,
J'ai une intensité un peu moins importante et je suis à peu près à 10-12 RM. Et après, j'essaie de faire un petit peu de renfo, donc assez spécifique, autour donc, des triceps pectoraux. Ah, tu fais du renfo, toi? Ouais, je fais du renfo. Ça se voit, ça se voit. Non, c'est un menteur. Il fait pas de renfo. Mais c'est important de faire la renfo en tout cas. Et après, là en ce moment, j'essaie d'expérimenter un mouvement de renfo, on va dire, autour du muscle-up. Parce que c'est quoi? C'est le pendlero, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est un tirage concentrique assez explosif. Ouais. Donc c'est vraiment, j'essaie vraiment de reproduire, vraiment essayer de développer mon explosivité là sur la concentrique, sur la première phase de tirage, pour essayer de peut-être bénéficier de ça sur mon muscle-up. Donc voilà. Ensuite, je peux essayer d'expliquer un petit peu ma semaine. Donc le jour 2 en général, ça va être squat, traction. Donc en fait ça aussi j'essaie de varier donc sur le premier lift que je vais utiliser, donc comme ça j'essaie de varier. Donc si le premier jour par exemple je commence par le bench comme le lundi, je vais essayer par exemple le jeudi de commencer par les muscle up et ensuite de faire le bench, et c'est la même chose donc pour le squat et les tractions. Donc si je commence par le squat le mardi, je vais commencer le vendredi par les tractions. Et donc voilà, donc là c'est exactement pareil sur les tractions, j'essaie de faire progresser là mon 8 RM, j'ai un peu plus de mal sur la progression autour du 3 RM, je stagne un peu, donc je vais peut-être essayer, parce que c'est vrai que moi j'avais remarqué que je progressais pas mal donc lorsque j'augmentais un petit peu mon volume, et en général c'est un peu ce qui est corrélé avec la performance, c'est le volume, donc je vais essayer d'augmenter ça et du coup de répartir un petit peu mieux mon volume de travail là sur la semaine, parce que c'est vrai que comme j'ai que 2 séances, j'ai quand même j'ai des jours qui vont être vraiment très chargés en volume sur les tractions. Des fois par exemple je vais avoir 7 séries, donc c'est vrai que c'est compliqué, et donc je vais essayer à chaque fois donc après ces lifts là, donc tout simplement du renforcement musculaire classique. Donc je vais essayer de renforcer donc adducteurs, fessiers, quadriceps aussi, et pour les tractions je vais essayer les grands dorsaux avec du tirage spécifique, tout en respectant les principes qu'on avait déjà évoqués donc dans les épisodes précédents, donc sur tout ce qui était choix des exercices et orientation des fibres, etc. Donc vous pourriez réécouter. J'ai une question juste pour resituer un petit peu sur ta semaine. Ouais. Tu as combien de séances par semaine? J'ai 5 séances par semaine. Et chaque séance est associée à un jour particulier, où tu fais un petit peu en fonction de ton emploi du temps, à savoir que le jour de repos tombe le jour où tu as une journée trop chargée, tu peux pas t'entraîner, ou alors tu essaies de dire tout le temps le jour de repos c'est tel jour, et du coup le lundi c'est toujours la même séance, le mardi toujours la même séance, peut-être mercredi repos. Comment tu t'organises sur ça? Ouais, moi j'ai toujours le même jour de repos, donc en général c'est le mercredi, c'est justement la journée je crois où je suis le moins chargé, mais c'est vrai que pour moi ça me permet de standardiser, c'est question de préférence, même j'aime bien cadrer un petit peu les choses, et en même temps c'est aussi parce que j'ai un dernier jour qui est léger, c'est vraiment un rappel technique, donc j'ai une intensité qui est moins importante et un volume qui est beaucoup moins important. Donc ça c'est ton dimanche? Ouais, en général, et du coup là c'est juste pour faire un rappel technique sur les lifts que je juge les plus importants. Du coup là pour le moment c'est plus bench, squat et muscle up, mais je vais, comme je l'ai déjà dit, je vais essayer d'incorporer plus les tractions dans ces jours-là. Du coup c'est un jour un mouvement, et à chaque mouvement le groupe musculaire qui est associé tu le taffes en renfo. Est-ce que tu fonctionnes sur une prog type bodybuilding, un peu push-pull legs, où tu te dis push, je taffe mon bench, pull, je taffe mes tractions, et legs, je taffe mon squat? C'est un peu ça, mais en soi je réfléchis pas de cette manière, genre la réflexion elle est pas comme ça, c'est que je fais entre guillemets on va dire un full body, mais pas vraiment, parce que on va dire sur le premier jour je suis, on va dire, sur un push-pull. Ouais, donc et sur le deuxième jour, voilà. Mais parce que sur le deuxième jour, je fais squat et traction, donc on pourrait pas dire lower en soi. Ok. Donc c'est vraiment, j'ai pas cette réflexion de catégoriser mes patterns. Je suis vraiment juste, j'essaie d'optimiser, parce que en fait c'est même réfléchi, parce que auparavant j'avais surtout bench et traction, mais le problème c'est que le lendemain j'avais muscle up et je voyais que mes tractions empiétaient sur mon muscle up, donc sur la progression, et du coup j'ai changé ça immédiatement. Et c'est vrai que là pour le moment j'arrive à pas mal me retrouver sur cette programmation là, donc pour le moment c'est ce que j'essaie de garder. Après j'aimerais bien parler par exemple, quand même essayer d'aborder un petit point sur le muscle up, parce que c'est vrai qu'en général sur tous les mouvements de street lifting, on va dire que vous allez, parce que j'aimerais bien aborder les notions d'intensité et d'intention,
parce que c'est vrai que voilà, sur tous les mouvements en général, comme vous avez le marqueur intensité, vous avez une sorte de donnée subjective par rapport à une charge externe, donc c'est plus facile d'avoir une intention qui va être corrélée à cette intensité. C'est vrai que pour le muscle-up, comme c'est compliqué, on va dire que pour ceux qui arrivent à déjà se lester, c'est beaucoup plus facile de mettre une intention de vitesse. Alors que si vous êtes, par exemple, comme dans mon cas, où on essaie vraiment de progresser sur la technique avec le balancier, etc., et que vous êtes en assistance, c'est-à-dire vous avez des élastiques pour vous aider à réaliser le mouvement, c'est vrai que c'est compliqué de donner cette intention de vitesse puisqu'on ne peut pas se reposer sur l'intensité. Et comme l'intention, c'est vraiment une donnée subjective, c'est beaucoup plus compliqué de donner cette intention. Donc c'est vrai que ça, c'est un point important et c'est vraiment parce que c'est quand même aussi lié à la notion d'explosivité, donc vraiment le taux de développement de force, c'est-à-dire vraiment essayer de mettre un maximum de force en un minimum de temps. Et donc ça va être vraiment aussi relié à cette intention. Donc le but, c'est vraiment lorsque vous faites un muscle-up, essayer de tirer le plus fort possible, le plus vite possible. C'est vraiment de vous concentrer sur ça. Et même sur vos lifts, hein. Mais après ce qu'il faut, c'est que ça n'empiète pas sur votre technique, donc il faut vraiment être strict sur ça, être exigeant et voilà, je pense que j'ai fait assez le tour de tout ce que je fais actuellement. Franchement bien, hein. Du coup à chaque bloc parce que tu fonctionnes en bloc, même si tu fais de l'oscillation, à chaque bloc tu as des mouvements principaux. Parce que du coup, tu taffes sur plusieurs disciplines. C'est ça. Mais tu taffes pas tous les mouvements de chaque discipline. Non. Donc actuellement, tu as dit c'était... Donc, là, actuellement, c'est bench en mouvement principal et le reste des mouvements de street lifting. Et voilà. Et du coup, mouvement secondaire, ça va être les dips et overhead press, même si overhead press, ça fait pas partie d'une discipline. Ouais. Mais j'ai à cœur de progresser sur ce mouvement. Donc pour moi, c'est important. Et voilà, tout ça. Et à quand le squat en mouvement principal de la programmation? Il est en mouvement principal. Moi, je pense qu'il arrive. Il est en mouvement principal. Mais attention sur le squat, là j'ai pas mal de progression. Donc c'est cool. Ouais, je vous montrerai. Hein. On a hâte de voir ça. Bah ouais, il faut se tester de temps en temps aussi. Ce qui est bien, c'est de réussir à rester loin en fait du résultat et réussir à kiffer le processus. C'est ça. Kiffer s'entraîner tout ça sans se dire à chaque fois il faut que je me teste et tout. Parce qu'on le rappellera jamais assez. Hein. Mais un 1RM, ça ne fait pas progresser ça va sur le 1RM. Il faut pas s'amuser à faire des 1RM tout le temps parce que quand on fait du 1RM, en fait, c'est un test. Et un test n'est pas un entraînement qui fait progresser. Donc limiter un maximum ces choses-là, essayer de vous mettre en condition tout le temps pour proposer la meilleure performance, la meilleure énergie à chaque entraînement, sans aller chercher le 1RM RPE10 qui doit être réservé aux compétitions ou aux événements particuliers. Et je voulais peut-être aussi, parce que j'ai oublié, parce que j'ai incorporé là dernièrement quelques variations. Donc les variations en général, ça va être soit variation de position, ou soit donc ça va être auto-limitante ou assistante, donc tout simplement. Donc là, moi, sur le bench, j'ai une variation de position, donc je suis en close grip, donc c'est un grip qui est beaucoup plus resserré. Donc c'est la position des mains qui est beaucoup plus resserrée. Donc on va dire entre guillemets pour vulgariser ça, ça va être une dominante un peu plus triceps. Donc je le fais pas par préférence, je le fais question de mes douleurs parce que cet été en fait, pour ceux qui savent, je m'entraînais beaucoup sur la one arm. Donc la one arm sur les tractions, sur le tirage, donc tirage une main. Et c'est vrai que j'ai fait un excentrique un petit peu trop prononcé et j'ai eu une petite douleur que je traîne depuis un moment maintenant. Et du coup, c'est vrai que sur une prise large sur le développé couché, j'ai tendance à avoir quand même assez mal. Du coup, le close grip me permet de continuer à pratiquer le développé couché et de progresser techniquement tout en ayant le moins de douleur possible. Donc là, ça c'est une variation de position. Sur le squat, c'est vrai que c'est aussi une question d'adhésion, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez redondant à chaque fois de refaire ces comp lifts. Donc là, j'ai essayé d'incorporer une variation. Donc là, c'est vraiment, je l'avoue, c'est moins. Bon, il peut y avoir un aspect un peu technique ou même tactique, mais là c'est vraiment plus pour l'adhésion. Donc j'ai essayé d'incorporer une pause, donc sur un jour modéré, donc où j'ai un peu plus de volume. Et donc bon, en général, donc sur la pause, on va limiter l'emmagasinement d'énergie élastique, et donc sur la concentrique, en général, elle va être beaucoup plus dure que si on faisait l'effet de rebond et qu'on repartait directement. Et ensuite sur le bench aussi, donc j'ai aussi incorporé donc une variation donc avec une pause. Donc c'est une variation auto-limitante, donc de 2 secondes. Donc en soi, ça peut paraître
on va dire un peu moins spécifique, mais en soi c'est spécifique puisque c'est vrai que en général en compétition le bench doit rester imposé, je sais plus combien de temps c'est, je crois que c'est à peu près 1 ou 2 secondes. C'est au bon vouloir de l'arbitre en Ouais, fait. il Il n'y a pas de temps en fait prédéfini, c'est seulement l'arbitre, s'il estime que ta barre est stabilisée, il va te dire de remonter. Voilà. Donc ça peut durer une demi-seconde. Hein. Ouais, du coup, voilà. Et moi, c'était surtout par rapport au bench, c'était vraiment parce que j'avais tendance à perdre beaucoup de tension et sur la fin de mouvement. Donc, c'est vrai que pour repartir sur la concentrique, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai essayé, j'essaie d'expérimenter un peu les choses. Donc là, je me suis dit, bon, est-ce que si j'ai du mal à garder ma tension vraiment effective là, sur la fin de mouvement, pourquoi pas essayer d'incorporer cette pause pour vraiment garder un maximum de tension et maximiser ma production de force sur la concentrique. J'ai vu que tu avais essayé le sync aussi. Ouais, le sync, ouais, mais bon, ça c'est compliqué. Le sync, en fait, c'est quand la barre écrase un peu la poitrine. Ouais. Et du coup, au moment de faire votre pause, vous avez visuellement perdu votre pontage. Ouais. Et du coup, vous reprenez votre pontage pour donner une forme d'élan à votre barre. Et c'est une pratique qui est utilisée par les athlètes les plus massifs, on va dire. J'allais dire les gros, enfin. Ouais, c'est ça, qui utilisent beaucoup le rebond. Les plus grosses KT utilisent ça. L'effet de rebond qui est... Bon, moi, je suis pas dans les plus grosses KT, mais j'utilise aussi parce que je trouve ça plus confortable que de poser la barre, d'être en soft touch, d'avoir juste la barre qui effleure la poitrine et repartir direct. Mais c'est esthétique, moi je trouve que c'est plus esthétique que le soft touch en vrai. Ouais. C'est stylé. Ouais, c'est beau. Belle coordination et tout, et ça permet de réengager le leg drive, de réutiliser bien les jambes. Mais c'est un petit peu compliqué à faire. Ouais. C'est un peu compliqué à faire. Moi j'avais une question par rapport au muscle up. Tu as dit que tu avais intégré le Penley Row. Du coup, qui est un rowing buste penché à départ arrêté, qui permet de focus sur une concentrique plutôt explosive. Ouais. Et tu estimes que ce régime de contraction est intéressant par rapport au muscle-up dans la mesure où il est fortement transférable. Ça fait combien de temps que tu l'as intégré ? Ça fait même pas un mois en soi. Ok, quand est-ce que tu pourras nous faire un retour sur ça ? Parce que c'est très intéressant comme manière d'aborder le mouvement. Personnellement, moi, je l'aurais pas vu comme ça. Ouais. Parce que la position n'est pas... Oui, pas du tout la même. Ouais. C'est ça le. Comment tu dis le Penley Row, Pendlay. Moi, je vous avoue, pour renforcer mon muscle-up, en fait, j'ai fait un exercice triceps. Ah oui. J'ai fait un sorte de muscle-up à la poulie, mais en fait, je fais du triceps push-down, c'est extension triceps poulie haute. Du coup, un exercice classique pour le renfort des triceps, où en fait, au lieu de fixer les coudes, je vais m'autoriser de décrocher les coudes et du coup d'engager les dorsaux. Et en fait, je pense que la clé sur le muscle-up, c'est d'avoir des triceps qui sont super forts, parce que même si les dorsaux sont responsables de la majeure partie du tirage, les triceps, dans la mesure où ils sont polarticulaires, ils vont aussi intervenir sur la rétropulsion de l'épaule. Et du coup, ils vont être un moteur supplémentaire sur le tirage, la première portion du mouvement, qui va vous permettre de passer les épaules au-dessus de la barre. Donc moi, je vous avoue que j'ai fait ça et j'ai eu de très très bons résultats. Ah ouais. Donc si je peux vous inviter à faire ça pour travailler le muscle-up. Ouais. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on poste des petits posts sur Insta, tout ça, des réels de justement comment bien performer, quels sont nos types de programmation, comment on s'organise, tout ça. N'hésitez pas, comme ça on vous partage parce que je pense que ce genre de conseils, ça s'accompagne d'une vidéo. C'est ça, n'hésitez pas. C'est ça. Et expérimenter surtout, c'est ça le plus important. Ouais. Sur vous. Parce que là, nous, on s'amuse beaucoup avec la théorie, vu que ça fait partie de notre formation et qu'on est passionné par ça. Mais en vrai, ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est d'y aller un peu à tâtonnement, de tester des choses, même si ça peut potentiellement prendre plus de temps. Sur le long terme, ça peut vous faire perdre du temps d'entraînement. Il faut faire attention, parce qu'on sait jamais, tu te fais une petite blessure ou quoi. Ouais, bon, faut pas avoir peur de la blessure. Ouais. Et puis après, il faut essayer de programmer ça de manière intelligente pour que vous puissiez traquer un petit peu les progrès. Parce que si vous incorporez beaucoup de choses en même temps, vous allez avoir du mal à savoir si c'est vraiment ça qui vous a fait progresser. Donc c'est vrai que par exemple, moi là, je sais que j'incorporais pas vraiment de renfort par rapport au muscle-up donc spécifique. Donc c'est vrai que là, si je ressens un progrès un petit peu plus optimal, je pourrais peut-être potentiellement me dire que le Pendlay m'a potentiellement aidé. Après, c'est pas sûr, il y a beaucoup de variables. Mais voilà, c'est pour ça essayer d'écarter un petit peu le maximum de données pour pouvoir vraiment essayer de traquer le plus de données possible, quoi. Parce que si vous avez beaucoup de choses, c'est compliqué à traquer.
Excellent. Bah, c'est excellent vos chroniques là. En fait, on a donné toutes les clés aux gens pour qu'ils commencent le streetlifting ou du moins qu'ils l'intègrent à leur entraînement de musculation ou à leur PPG pour leur discipline à eux. Du coup, merci à vous pour ça. C'est parti pour le quiz. Ouais, les gars, c'est l'heure du versus. Oh punaise. Donc vous l'avez compris, hein, le versus c'est le rendez-vous de la semaine sur nos connaissances, les connaissances de mes collègues Trésor et Victor, pour voir s'ils sont des coachs à la hauteur des informations qu'ils doivent utiliser pour s'entraîner et pour conseiller leur entourage. La dernière fois, t'as gagné ou pas, Trésor contre... Non, je crois qu'il avait perdu contre Pierre. Franchement, vous êtes des morts. Je crois qu'il avait perdu. Je crois qu'il avait perdu Non. parce qu'en plus il avait fait les enchères à la fin et il n'avait pas réussi à citer assez d'exercices épaules. Aïe, les enchères. Mais ça va être intéressant. On va continuer sur ça. J'ai été joueur. Franchement, j'ai été joueur. Ouais, c'est bien. Ouais. Non, c'est bien. Faut pas. J'ai Faut pas pas perdu lire en vrai, non, j'ai pas perdu, je me souviens. On verra. Bon. Du coup, on va se poser sur 5 questions et on va commencer avec une question que je vais classer culture G, histoire, même où ça va parler de date un peu. Du coup, c'est un peu la question pour rentrer en scène et pour voir si vous situez un petit peu les choses dans le temps. Okay. Je veux voir avec vous lequel des 4 sports que je vais citer est le plus ancien. Ok. Donc, on a la gymnastique, l'haltérophilie, le crossfit et le culturisme. Du coup, est-ce que vous êtes capable de me dire lequel des sports que j'ai cités est le plus ancien? Ouais. Victor, c'est sûr de toi? Je pense. Ouais. Victor, c'est un stapsien aussi, du coup, il a dû bosser sur ça. Ouais, je pense que j'ai quelques notions. Après, j'espère que je vais pas me tromper. Hein, mais... Moi, je sais culturisme, ça date quand même. En fait, moi, j'hésite entre deux, mais c'est bon, normalement. Ok, du coup, pour pas vous perdre, on va dire qu'un sport, il commence à exister quand il y a des compétitions. Ouais. Parce que du coup, qui dit compétition dit règles. Ouais. Et un sport sans règles, c'est pas vraiment un sport. Donc, en tout cas, à mon sens. D'accord. C'est-à-dire que ce qui définit un sport, c'est ses règles. Du coup, c'est pour ça que la gymnastique, on pourrait parler de gymnastique antique, hein, les Grecs faisaient de la gymnastique, etc. Mais on va pas considérer ça, on va parler des disciplines modernes. Du coup... pour moi, regarde, moi je vais te dire, pour moi c'est la gym. Ah ouais? Ouais, pour moi c'est la gym. Le culturisme, je sais pas s'il y a déjà eu au début, s'il y avait beaucoup de compétitions, tu vois, on va dire propres, tu vois. Alors que la gym, je sais que ça a toujours été, on va dire, la pratique sportive de base. Tu vois, même à l'époque de nos grands-parents, tout ça, il n'y avait pas de... En EPS, c'était de la gymnastique qu'ils faisaient, tu vois. C'était gym et voilà, tu vois, il n'y avait pas d'autres trucs. Donc pour moi, c'est gymnastique. Culturisme, non. Parce que je pense pas qu'il y ait de compétition à l'époque. C'était vraiment tout seul, tu vois, tu kiffais t'hypertrophier, mais pour moi, il n'y avait pas trop de... Ouais, de compétition de bodybuilding. À partir de compétition, mais... Puis je pense que ça vient aussi des États-Unis, tout ça. C'est... Eugène Sandow. Hein. Le culturisme? Ouais. Eugène Sandow. C'est celui qui a démocratisé le culturisme. Donc, moi, je reste sur ma position gymnastique. 1900, je sais plus quoi, mais je dirais pas que c'est le plus ancien. Sinon, c'est quoi les autres? C'est Altéro, crossfit, culturisme, gymnastique. Non, crossfit, non. Altéro, ça date quand même. Hein. Altéro, ça date aussi. Hein. Bon, les gars, je vous laisse encore une toute petite minute pour vous poser. Entre gym et culturisme, mais... Choisis Trésor. Est-ce que tu veux dire la gym aussi? Tu peux, hein, t'inquiète. Hein. Ouais. Ok, alors si vous êtes tous les deux d'accord pour dire que c'est la gym, je veux une date. Ouais. Pour vous départager. Ok. Je vous laisse 30 secondes pour me donner une date et celui qui sera le plus proche de la réponse que j'ai choisie. Dites-moi. Moi, je vais dire... je vais pas faire l'ancien, je vais dire 1900. Ok. Non, je dirais pas ça parce que culturisme, c'était à peu près à ce niveau-là, donc je pense que ça doit être encore avant. Wesh. Je pense. 1800... Ok, alors on va donner le point. 1890, je sais pas. 1890? Ouais, peut-être. Ah ouais, ça change. Ouais, mais vas-y. Ça change la donne. 1880. De 10 années. Non, vas-y, il a dit 1890, ok. Bah, c'est quand même Victor, je vais quand même donner le point à Victor. Let's go! Parce qu'en fait, je vous ai expliqué, moi je considère un sport à partir de ses règles.
Et les règles en gymnastique, elles ont été établies à partir des JO modernes. Ah oui. Les premiers JO modernes, Ok. c'est 96, Ah 1896, oui. avec Pierre de Coubertin. Coubertin. Et en fait, sur ces premiers JO qui ont eu lieu à Athènes en avril 1896, on avait de l'haltéro aussi. Du coup, j'aurais accepté l'haltéro. Ouais. Mais le culturisme, dans la définition qu'on en a aujourd'hui, ça a commencé super tard, les premières compétitions. Ouais, bah ouais. Ouais, Bah, si tu dites-vous, parles en Olympia, termes de- les premières compétitions, c'est 65, je crois. Ouais, si tu parles de compète, ouais. Ouais, Et c'est on pour s'en ça. va d'ici, Non, mais sinon, ça, fondamentalement, la musculation, les Grecs en faisaient Oui, oui. Ah oui. avant Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de sujet sur ça. C'est Ok. des disciplines les plus anciennes. L'entraînement en résistance comme ça pour que ce soit la guerre ou ce genre de choses, c'est fondamental. Mais là, je considérais seulement la gymnastique et l'haltéro. Et le crossfit, on n'en parle même pas. Il me semble que c'est après les années 2000 ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment très très tard. C'est même pas un sport en soi, c'est juste une marque qui a été inventée autour du cross-training et qui regroupe plusieurs disciplines. Donc le point va à Victor. Ça fait Et retenez plaisir. bien, gymnastique et haltérophilie, sport olympique historique. Depuis 1896. C'est Exactement. ça. Ok. Exactement. Donc après cette question culture G, j'ai une question classement. J'aime beaucoup ce genre c'est fort, de ça. réflexion. En fait, je vais vous citer plein de compléments alimentaires. Et j'aimerais que vous me citiez le plus cher au kilo. Alors là, Du coup, franchement, j'ai soyez bien aucune concentrés notion parce sur ça. qu'on a 6 compléments. Donc, la créatine, la whey native, la carnitine, la glutamine, le collagène et la glycine. Encore une fois, si vous êtes d'accord sur le complément le plus cher, j'aurais besoin d'un prix Ouais, mais pour c'est vous compliqué parce départager. qu'il y a le prix et aussi en fonction de De la marque. de la marque et de la forme. Ok, Il y a certaines j'ai whey qui pris en sont- poudre. Parce que je considère que la meilleure assimilation se fait en poudre sur la Ouais, plupart mais- des compléments. Ouais, mais même, tu vois, genre si tu prends la whey, je sais pas, tu prends Hydrolysa et. C'est de la whey Ceux-là. native, c'est pas de Ok. l'isolate, c'est Ok. pas de l'hydrolysa, c'est de la whey native. Ok. Du coup, créatine, whey, carnitine, glutamine, collagène, glycine. Lequel est le plus cher d'après vous? Et créatine, c'est monohydrate. La Ouais. classique, quoi. Bah, Franchement, le premier et le plus cher est de très très loin par rapport aux autres. allez, ben. Glycine, dans les souvenirs, c'était pas trop cher. Moi, je dirais. Collagène, c'est cher quand même. Hein. Collagène, c'est cher. Moi, Du je coup, dirais- moi, je pour dirais- ceux au qui kilo, voudraient avoir Tu mes... parles au kilo, là t'as Ouais, dit exactement. Ouais, au kilo, Pour ceux qui c'est- aimeraient contredire un petit peu mes données, je me suis pas cassé la tête. Hein. Je suis allé sur Nutrimuscle, la référence en termes de Compléments. qualité de compléments alimentaires. J'ai pris tous ces produits-là, j'ai regardé le prix au kilo en poudre. Et j'ai pris à chaque fois l'option la plus. Ouais, il prend son téléphone. J'ai pris à chaque fois la plus grosse quantité parce que vous savez qu'il y a des petites économies si vous Ouais. si vous achetez une plus grosse quantité. Du coup, à chaque fois, j'ai pris la plus grosse. Bah, il y en a un qui ressort de loin, quoi, qui est 5 fois plus cher que les autres au kilo. Putain, moi, Bah, je me tâte entre collagène et créatine en vrai. Créatine, je pense pas. Hein. Du coup, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Ouais, je vais dire collagène, moi. Collagène pour Trésor. Bah, moi, je dirais créatine, allez. On va dire créatine quand même. Ok. Donc, le moins cher, c'est la glycine. Ouais. Ça Glycine. m'étonne pas. 13 € au kilo, c'est rien. Après, on a le collagène. Putain. Yes, je suis bien parti. Vous pouvez en avoir pour 32 € au kilo. La créatine, je le garde pour la fin. Ouh. On a la whey qui est pas très chère, hein, c'est 23 € si vous prenez la forme la moins chère. L'isolé sera un peu plus cher, il me semble. Ouais. La glutamine c'est mal cher, on est à 53 €. J'allais le dire en plus, ça. J'hésitais. 53 € pour la glutamine. 53. Putain. Ah ouais. Et c'est même plus cher que la créatine. La glutamine, c'est plus cher que la créatine. La créatine, on est à 50 € au kilo. Ah ouais. Du coup, Putain, j'allais il nous le reste dire. seulement pour 255 € le kilo la carnitine. Et qu'est-ce que c'est la carnitine déjà? La carnitine, c'est réputé pour être un ergogène au C'est même titre. carnicine. Carnitine. Carnitine, ok, ok. C'est réputé pour être un ergogène au même titre que la caféine et Ok, la créatine, qui va permettre la fonte des graisses. ok, d'accord, d'accord. Pour les plus attachés à la physio d'entre nous, c'est une navette en fait qui va permettre le transport des graisses dans le corps. Intéressant ça.
Et en fait, il y a pas mal d'études qui commencent à sortir sur ça et qui montrent qu'en fait, il y a de très très bons résultats. C'est récent. Oui, ouais, ça commence Parce que j'ai jamais à entendu être populaire. parler de ça. Mais ouais, du coup, la carnitine, c'est super cher à se procurer. Vraiment, c'est compliqué. Mais il y a des pistes intéressantes et ça pourrait aider à fondre plus de graisse. Donc, je donne le point à personne. On reste à 1-0. Et malheureusement, vu qu'il y a 5 questions, ça veut dire qu'il y aura peut-être une égalité. Donc, on verra pour la dernière question si je mets un point contre double. Ok. Troisième question. Là, je vais vous demander un chiffre directement. Celui qui gagne, c'est celui qui sera au plus proche. Le record du monde de Muscle Up en 1 minute. Ok. Dites-moi. Je dirais 30. Ouais, j'allais dire 27, moi. 30, 27 Ouais. On a 26. Let's go, let's go. 2-0 pour Victor. Il a sa vengeance. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon dans les données que j'ai trouvées, parce que malheureusement c'est pas une discipline très populaire, donc on a du mal à avoir des résultats fiables sur ça, mais il me semble qu'il est dans le Guinness Book des records du monde. C'est un Biélorusse qui a fait ça, et en fait en 1 minute il a eu 26 répétitions. Et il y a la vidéo. Ouais, ça doit être et si vous voyez la vidéo, vous vous rendez compte que y a certains mecs qui kippent plus que ça, quoi. Donc c'est vraiment des très belles reps. Et c'est une performance incroyable, parce que 26 répétitions c'est quelque chose, mais alors réussir à les enchaîner pour faire ça en moins d'1 minute, faut être malade. C'est incroyable. Oh là là. Donc le point va à Victor. Vamos. 2-0, il nous reste 2 questions. Trésor, si tu marques le point sur cette question con. Tout est encore possible. Sur cette question con, c'est une question con, hein, ça permettra juste de parler de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Je vais vous citer plusieurs agents anabolisants, et il y en a un qui n'est pas un produit dopant. Il faut le trouver. Exactement. Donc, faut que vous soyez concentrés. C'est des mots qui se ressemblent beaucoup. Il y en a qui vont vous être familiers, d'autres non. On va voir si vous avez déjà lu la liste ou pas des produits qualifiés comme dopants par l'AMA. Du coup, on a la testostérone, nandrolone, stanozolol, titibolone, trenbolone, clenbuterol. Je pense que vous les avez en tête, mais je peux les reciter si vous voulez. Ouais, je suis chaud. On a testostérone, nandrolone, stanozolol, titibolone, trenbolone et clenbuterol. Clenbuterol, c'était Britney Spears qui t'a injecté ça, là. Mais je sais pas si c'est un produit dopant. Moi, je pars. Le deuxième, c'est quoi déjà? Nandrolone. 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 Moi, je vais partir sur ça. Nandrolone. Ok. Parce que c'est celui qui me parle le moins, en fait. Tout simplement. Trésor, il a besoin de beaucoup réfléchir. Parce qu'en fait, il connaît tous ces produits-là, mais il sait pas lesquels sont sur la liste noire. Il a pas envie de se faire cramer. Ouais, donc du coup, pour votre culture personnelle, il y a beaucoup de substances qui peuvent être qualifiées comme dopantes. Mais finalement, ce qui définit un produit dopant ou pas, c'est la liste qui est autorisée par les règles de votre discipline. C'est pour ça que dans certaines disciplines, on peut avoir la caféine comme produit dopant, alors que c'est quelque chose de très répandu dans le quotidien de la plupart des gens, et qui n'est pas vraiment réputé pour être une drogue, même si à mon sens, ça reste une... Même l'alcool, tout ça. Drogue. Ouais, exactement. Attends, c'était quoi? Il y avait... Testostérone, nandrolone, stanozolol, titibolone, trenbolone, clenbuterol. Titibolone, ça me dit rien du tout. Ouais, pareil. Vas-y, je vais dire ça, parce que ça, j'ai jamais entendu. Ok, du coup, je vais accorder le point à qui? À Trésor. Oh, tout simplement parce que le titibolone, ça n'existe pas. C'est un mot que j'ai complètement inventé. C'est un mot que j'ai complètement inventé. Non, la testostérone, la nandrolone, trenbolone et clenbuterol, c'est un peu plus populaire. Si vous vous renseignez un petit peu sur le dopage des bodybuilders, vous en avez peut-être entendu parler. Et le stanozolol, c'est un autre produit qu'il y a sur la liste. Du coup, je rappelle de l'AMA. Le titibolone. Mais titibolone, c'est un truc que j'ai inventé, ça n'existe pas du coup. On a un point pour Trésor qui remonte un petit peu. 2-1. Et du coup, pour vous départager, je vais être obligé de mettre les enchères. Du coup, notre dernière question. Compte double.
Mettez bien votre micro. Mettez bien votre micro. Parce qu'il il donne des noms vraiment élevés. Ouais, mais justement. Non, mais justement. Justement, le jeu, c'est de réussir à faire grossir les enchères parce que c'est pas parce que tu fais pas la liste que t'as pas moyen de faire perdre l'autre. C'est ça, mais attention, on va voir la question déjà. La question, c'est les athlètes street lifting que vous connaissez. Ouh. Je veux que vous m'en citiez le plus possible. Ouais, mais c'est compliqué parce que athlète street lifting avéré, genre en compète, ou athlète qui pratique parfois le street lifting. Compète. Ah ouais, ok. C'est dur, compète. Ouais, compète, parce que y a beaucoup de forceux qui font du street lifting occasionnellement. Il y a beaucoup de body qui s'amusent à se laisser aux tractions. Du coup, est-ce que c'est des athlètes street lifting ? Je considère que non. Ouais, mais regarde Flo Marek, est-ce que tu le considères comme un athlète street lifting ? Ouais. Oui. Il fait les compètes. Parce qu'il a fait des compètes street lifting, même si c'est un champion. Ouais, bien sûr. Compètes, okay, bien sûr. Et franchement. Non, mais c'est pour ça. Si vous voulez, je reformule la question. Athlète qui a déjà participé à une compétition de street lifting. Oh, c'est chaud quand même. Donc les gars, je vous laisse une petite minute pour réfléchir à ça. En vrai, c'est chaud. Moi, je me munis de mon PC pour vérifier tout ce que vous allez me citer. Bon, regarde, Trésor, je vais te dire un truc. Tu vois, je vois leur tête aux athlètes, mais je connais pas leur prénom, tu vois. Moi, ce que je veux dire, il y en a aussi, c'est comme ça. Ouais. C'est ça qui est chaud. Du coup, je dirais, allez, je vais dire 6. 6 pour Trésor. Moi, déjà, j'ai pas 6 là. Ah ouais. En fait, je connais pas leur nom. Je connais que les plus connus, tu vois, sur les réseaux. Et c'est tout. Et merci. Attends, on va voir. Du coup, c'est Trésor qui gagne ce jeu ? Non, parce que ça compte 2 points. Non, si je cite tous les noms. Oui, si tous les noms. Si tu dis les 6, tu marques 2 points. Tu passes à 3-2, tu gagnes. C'est tout, c'est pas grave, on est bons joueurs. On est bons joueurs. Mais il faut mettre le chrono 1 minute, c'est ça ? Bien sûr, 1 minute. Ok, on va voir. Et du coup, si t'as pas les noms, etc., même tu peux jouer. Hein. Tu le laisses sur 6 ? Parce que si vous avez pas les noms et que vous êtes capable de me dire le Insta. Mais même le Insta et tout. Ok. Non, c'est bon. C'est carré. Ouais, lui, il connaît plus, c'est sûr. Athlète féminine. Garde bien ton micro devant. Ah ouais, il y a aussi les meufs. Bon, ouais, c'est pour ça. Victor, il connaît peut-être un peu plus. Non, même il connaît plus de féminine. J'en connais 5 du coup. Ouais, non. T'en connais que 5. Let's go. Que je peux te sortir comme ça. Let's go. J'en connais plus, hein, mais je connais pas leur nom. Let's go. Leur Insta, tout ça. T'aurais pu bluffer en vrai. Let's go. Essaye de le pousser un peu plus parce que là, il a l'air trop confiant. Si je l'avais poussé, franchement, lui, je sais qu'il doit en connaître la blinde. Et après, imaginons, il aurait encore poussé et. Let's go. Ouais, mais justement, tu le pousses et comme ça, tu le mets sur retranchement. Non, vas-y, on va se fixer sur 6. Ouais, c'est parti. Trésor. Let's go. Je mets le chrono. Ok, c'est Baki, Ludo, Flo Marek, Théo, Baxwell, Alix, Pauline et Workout by Julie, Jürgen Fit. J'en ai encore deux. Tu vois, c'est ça. T'as pas joué là. T'as pas joué. Victor, t'as pas joué. Non, mais t'inquiète pas. C'est dommage. Ça a même pas duré 15 secondes. C'est bien, Trésor, pour une fois qu'il gagne des enchères. Punaise, pour une fois qu'il parle et qu'il arrive à citer le bon nombre de personnes, du coup, ça fait 2 points supplémentaires pour Trésor. Bien joué à lui, j'ai envie de dire bien joué. Moi, je suis bon joueur, pas de prise de tête. C'est bien. On se rattrapera une prochaine fois. Merci. On reste fair play. Hein. C'est le sport. Du coup, bravo à Trésor pour cette victoire. Il a gagné la bonne épreuve, c'est ce qu'il fallait faire. L'épreuve des 2 points. Parce que en vrai, Victor a pas démérité non plus. Non, il était très bonne culture. Il était chaud. Dommage, hein. La prochaine. Et du coup, on espère que ce petit jeu vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose d'intéressant. Normalement, c'est sûr. Pour votre entraînement. Ah oui. Et c'est sur ça qu'on vous quitte, les gars. Du coup, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à tous. Ouais, merci à vous. Encore une fois, si ça vous plaît, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le communiquer via nos réseaux. On rappelle sur Insta, MVTigram. Et voilà, MVTigram, n'hésitez pas à aller surtout MVTigram, on essaie de répondre au plus vite. Hein. Ouais. Donc, restez bien connectés. Checkez le lien dans la description du MVTigram. Et nous, on vous dit à la prochaine. Hein. Allez, à la prochaine, les gars. Merci à vous. Merci. On est ensemble.